Non, moi, je ne ferai pas une histoire, je ferai un constat. Je trouve que maintenant, j'aimerais un peu parler de ce bouquin, La théorie du tout. Ah, Vous m'en parliez là. Hein. Alors, voilà, là-dedans, par exemple, on va détailler un peu, c'est intéressant. Hein. Donc, vous avez un dossier de recherche. Donc, ça commence, on ouvre, et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve l'avis de l'expert. Hein. L'avis de l'expert. Vous voyez, c'est carrément ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a la photo de la Chiézeret. Et nous cherchons une description unique de la nature. Bon, cet article est vide. Voilà un expert qui n'a jamais rien trouvé. Où se trouve le modèle de la Chiézeret? Où se trouve la théorie de la Chiézeret? Je ne sais pas, c'est un essayiste, ce type-là. C'est fou. Et je dirais que ce truc de la recherche, c'est un des N numéros depuis 25 ans qui sont sortis sur l'astrophysique, sur la cosmologie. Moi, je suis pas dedans. Pourtant, je sais pas, mais je peux toujours essayer. Là, j'ai écrit un article sur le nucléaire et sur ITER. Je vais l'envoyer à la recherche pour la science par acquis de conscience. Quoi. Ils ne répondront même pas. Je suis inexistant. C'est comme la présentation de la structure spirale au colloque. Bon sang de bois. Ça me rappelle un truc très drôle. Vous avez vu Little Big Man avec Dustin Hoffman, non? non, mais... Non, bah, dans Little Big Man, à un moment, Dustin Hoffman joue le rôle d'un Indien. C'est un blanc qui est devenu Indien. Et puis, il a son père spirituel, qui est un vieil Indien, comme ça. Et il y a l'attaque de Little Big Horn, où il y a les soldats bleus qui attaquent un village indien en tuant tout le monde, c'est épouvantable. Et lui, il prend son grand-père, son grand-père d'adoption, et il l'emmène, et ils arrivent à traverser ce village indien où il y a des massacres de tous les côtés, et il se passe la chose suivante, c'est que personne ne les remarque. Et en fait, le grand-père lui donne l'explication, ils sont devenus invisibles. C'est vrai que c'est possible qu'on devienne invisible. Et moi, je me rappelle un jour, je prenais un avion de retour de Moscou à Paris, et l'avion est tombé en panne. J'étais avec le journaliste Patrice Andersen, qui est un type assez haut en couleur aussi. À l'époque, il a travaillé pour Actuel, donc c'était blouson de cuir et Santiago, quoi, avec la banane. Quoi. Et l'avion a un problème mécanique, donc on se pose en Allemagne. Je ne sais plus dans quelle ville, à Munich, ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, la compagnie aérienne loge dans un hôtel. Et moi, j'étais parti en Russie avec une surface de Boy sur le bras, là, cette espèce de surface mathématique bizarroïde qu'on trouve dans ma bande dessinée de topologico. Et on arrive à l'hôtel, et là, il y avait devant l'hôtel un portier avec une casquette. Et le type me dit « Ah, vous savez une surface de Boy ?» En fait, c'était un étudiant de maths qui faisait le portier pour ces... Non, mais c'était un hasard incroyable. Et puis, quand on s'est retrouvé à l'hôtel avec Van der Sel, personne ne nous remarquait et il m'a dit on est devenu invisible. C'est vrai que, en fait, quand on est trop improbable, on n'est pas perçu. C'est un problème quantique. Vous voyez. Moi, je suis dans un trou du principe de l'incertitude. Alors, vous avez l'article de la Chiézeret. Bon, absolument aucun intérêt. Je sais pas, moi. La conjecture holographique de Van Hoff, quelle géométrie, la théorie des cordes, le pré-Big Bang, Big Bang. Voilà, il y a une phrase je l'ai mise dans mon site de Thibaut Damour. Il est extrêmement intéressant de conjecturer que l'instant zéro puisse ne pas être le commencement. Enfin, bon, c'est des mots, des phrases. Vous voyez, par exemple, quand on pense à cette histoire d'instant zéro, faut une petite parenthèse là, ça veut dire quoi? Alors, il y a une chose, c'est que ça veut dire que l'univers a une histoire. Bon, déjà ça, on peut l'admettre, quoi. Le temps s'écoule, on l'entend. Hein, bon. Et puis après, on a des fossiles, on a l'expansion de l'univers. Donc à ce moment-là, en remontant ça dans le passé, on peut imaginer qu'il y avait un certain temps. Mais après, il y a un truc, c'est que quand on reconstitue conceptuellement l'état de l'univers, vous savez qu'un gaz, plus on le comprime, plus il chauffe. Hein. Et la chaleur, c'est la vitesse d'agitation des particules. Donc ici, on est dans une pièce où les molécules d'air sont à 400 mètres secondes. Bon, maintenant, si je le comprime, ça va monter à 2000 mètres secondes, etc. Et quand on prend l'univers
lorsqu'on le comprime, les galaxies vont disparaître, les étoiles aussi, dans toute cette histoire, on va remonter à rebours, puis on va avoir des atomes, etc. Puis en continuant, on va se retrouver avec ce que Weinberg, un prix Nobel de physique, un type qui a fait des travaux très intéressants, parlait de la soupe primitive, quoi. Et lui, lorsqu'il a écrit un livre excellent qui s'appelait Les 3 premières minutes de l'univers, qui vraiment a popularisé cet univers primitif, il commence au premier centième de seconde, en disant, à partir d'un centième de seconde, je veux bien commencer à penser, mais avant, c'est n'importe quoi. Donc, j'arrête ma spéculation avant. Alors que maintenant, vous avez des types qui se demandent ce qui se passe quand l'univers avait 10 moins 43 secondes, ou même avant, quoi. Alors là, il y a un problème, c'est que quand on parle du temps, il y a un problème. Un temps, ça a un sens si on a une mesure, si on a une horloge. Qu'est-ce que c'est qu'un univers où on ne peut pas construire d'horloge? Parce que quand vous remontez dans le passé, vous avez les particules qui s'agitent comme des folles, et elles finissent par atteindre la vitesse de lumière. Et à ce moment-là, vous savez que dans ce cas-là, le temps gèle dans les chronomètres, le temps ne s'écoule plus. Donc à ce moment-là, quand on parle de l'écoulement du temps, etc., ce temps zéro, on a envie de dire, mais de quoi parlez-vous? C'est un concept absurde, et puis qu'est-ce que ça veut dire 10 moins 43 secondes? Et c'est marrant parce que parmi les travaux que j'ai faits, il y en a un que j'ai publié en 88-89 sur la variabilité de la vitesse de la lumière. J'en ai déjà parlé, etc. Donc, et à ce moment-là, on a une vision. À un moment, je vous ai dit que j'avais rencontré Linde, qui avait inventé cette théorie de l'inflation. Pourquoi cette théorie? Parce que lorsque on a mis des appareils de mesure, des télescopes sur orbite, on a pu obtenir la première description de l'univers primitif. Vous avez tous vu cette espèce de dessin ellipsoïde, comme ça, avec des petits caca verts et des petits caca rouges. Hein, bon. Et ça, c'est l'univers primitif dans son âge le plus reculé. Alors, on a l'impression, comme on voit des variations de couleurs, qu'il est inhomogène. En fait, si on présentait ces inhomogénéités sans accentuer le contraste, ces variations de teinte seraient d'un 100 millième. Vous voyez, par exemple, imaginez qu'au lieu de mettre de la couleur, je mette des endroits plus foncés, des endroits plus clairs. J'aurais un truc avec du clair et du foncé. Mais si je mets vraiment, comment c'est uniforme. Parce que vous vous rendez compte, à 100 millième. Autrement dit, l'univers est homogène à un 100 millième près à ces époques-là. Alors, ça pose un problème. Comment se fait-il que l'univers soit homogène? Alors, évidemment, il y a une réponse qui va dire, mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Quand même, bon. Mais autrement, dans cette problématique justement d'un cosmos explosif, comment expliquer que l'univers ait une telle homogénéité alors que les particules sont incapables de communiquer? Alors elles sont incapables de communiquer dans un modèle avec une vitesse de la lumière constante. Vous avez deux courbes à comparer. La première, c'est une droite qui fait CT, c'est-à-dire que c'est l'évolution de l'expansion d'une onde qui va à la vitesse de la lumière. Et puis le second, c'est la façon dont les particules s'écartent, et à ce moment-là, c'est carrément une parabole, c'est-à-dire qu'elles s'écartent plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que cette sphère qui a le rayon CT, qu'on appelle l'horizon, ces sphères commencent à s'interpénétrer. C'est-à-dire que les particules savent qu'elles existent, qu'elles peuvent échanger de l'énergie avec la vitesse de la lumière. Avant, elles sont autistiques. Alors, autrement dit, quand on voit cette photo de cet univers homogène, ça veut dire on est dans un pays où tous les gens parlent la même langue alors qu'ils n'ont jamais pu échanger un mot. Hein? Ici, imaginons, on est en France et les gens parlent le français parce que quand même ils échangent depuis des centaines d'années. Et puis on leur apprend. Exactement. Tandis qu'imaginez une histoire où depuis le paléolithique, les gens ne puissent pas parler, tout d'un coup ils se mettent à parler, ils parlent la même langue. Donc là, ça ne va pas. Donc à ce moment-là, Linde a pondu une théorie comme quoi, qui s'appelle l'inflation, inflation qui vient de to inflate, le gonflement. Donc à ce moment-là, dans ces histoires primitives, l'univers aurait connu une phase d'expansion considérable qui aurait figé toute cette situation d'hyperdensité. Et
Moi, j'ai fait un modèle à vitesse de lumière variable qui explique ça beaucoup mieux, parce que dans le temps, la vitesse de lumière variable était plus importante. Bon, là encore, on peut dire que c'est un claim, une revendication. Tout ça, c'est écrit même dans mes bandes dessinées. Par exemple, RC2 égale constante, le produit du rayon de couverture de l'univers par la carré de la vitesse de lumière est une constante. Voilà une chose, ça c'est, à me parler d'un théorème de Petit, bon, je sais pas si on va appeler ça un théorème, mais en voilà un, quoi, ou une loi, quoi. Hein, bon, peut-être qu'un jour ça s'imposera, mais je serai plus là. J'ai perdu tout espoir qu'on puisse aller. Donc là, on a donc cette conjecture holographique, c'est rempli de mots complètement stupéfiants là-dedans. Alors là, les grandes étapes de la recherche, fantastique, un truc pareil. Donc, on voit en 1964, Pendias et Wilson découvrent le rayonnement cosmologique du FU. Très intéressant. Ensuite, 1968, Gabriel et Veneziano trouvent une formule mathématique qui est le fondement des supercordes. Et ce bonhomme, il a la chaire de physique mathématique, physique théorique, je crois que c'est au Collège de France, on est comme ça. Il professe quoi? Il professe quoi? Alors, je sais pas, mais moi je pense à Souriau, ça remonte à 20 ou 25 ans. Il me montre un jour un discours introductif d'un président d'université européen, je crois, qui héberge des théoriciens des supercordes. Et je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est en dépit du fait que la théorie des cordes n'ait jamais pu expliquer quoi que ce soit, ni prédire quoi que ce soit, étant donné le nombre de papiers qui sortent, nous remarquerons l'extrême dynamisme de cette nouvelle discipline. Voilà, vous voyez, c'est fou, quoi, c'est fou. Et là, bon, bah, vous avez Michael Green, qui maintenant a les cheveux gris, comme ça, et John Schwartz. Alors, il y a un article, ça, j'en ai pas parlé, qui est extraordinaire, qui est sorti dans Scientific American, 15 ou 20 ans. Et je crois que c'est le rédacteur en chef de Scientific American qui va à un congrès sur les supercordes. Et il y a un grand congrès de physique théorique qui a lieu au Colorado, à Aspen. Hein. Et il se rend à ce congrès à Aspen et il écoute ce qui se dit. Et il a fait un article, c'est du Pierre Dac. Les gens ne savent même pas de quoi il parle. Quoi. Vraiment, à un moment, il y a un type qui lève la main en disant « Écoute, je comprends pas très bien, tu parles d'une particule, elle n'a pas de masse, elle n'a pas de spin, elle n'a pas de charge. Mais c'est quoi ton truc ?» C'est un trou noir à masse nulle. Enfin, vraiment, les gens jonglent avec les mots et à la fin de l'article, oui, ah oui, c'est bon parce que là, effectivement, il y a Michael Green et on cite Schwartz, John Schwartz. Donc, il rencontre Schwartz et, ah oui, et il lui dit Monsieur Schwartz, vous êtes un des pères de la théorie des supercordes. Est-ce que vous pouvez nous la résumer, je crois, en 7 mots. Et le gars répond, Oh God, why have you forsaken me? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il continue à interviewer Schwartz, et le type lui répond, j'aurais bien fait d'être conducteur de camion. Alors, vous voyez, voir tous ces trucs-là sortir. 1995, Edward Witten propose la théorie M. Cette théorie M, il faut lire le livre de... J'ai déjà parlé, je crois, de Smolin. C'est ça, je veux dire que cette théorie M qui n'a aucune formulation. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a 10 puissance 500 théories possibles. Est-ce que c'est sérieux, un truc pareil? Mais c'est extraordinaire, rien n'arrête ces zigotos-là, quoi. Hein. Alors, par exemple, voilà, un nouveau chapitre, Dieu avait-il le choix en créant l'univers? Merveille, hein. Voilà, je repense à la phrase d'un copain, à l'heure où la métaphysique est en crise, il est rassurant de voir que la philosophie de bistrot se porte bien, quoi. C'est de la philosophie de bistrot. Ouais, je vois ce type-là, je l'avais amené un jour à un congrès de physique théorique, comme ça, à Marseille. Et c'est un prof de philo. Et il va à ce colloque, il entend les gens parler, et il a quand même une impression d'ensemble. Quand on est sorti, il m'a dit « Je connais maintenant les bas-fonds de la pensée. » C'est joli comme expression. Alors voilà, bah ici, on a Brandon Carter avec son principe entropique. Ici, nouveau chapitre, la nature s'organise comme des poupées russes, avec un beau dessin, parce que maintenant,
La science est devenue une question d'image de synthèse. C'est qui fera une belle image avec son ordinateur, quoi. C'est tout, hein. C'est ça qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on sort d'un article comme ça? Rien, que dalle. Bon, hein. Voilà. Ensuite, on continue. On sort des poupées russes. Alors là, on a un brave mec avec qui sort du boson de Higgs. Alors, c'est vrai qu'on a construit le LHC, et les gens sont partis à la recherche du boson de Higgs. Et si on ne trouve pas, quelle horreur, là, c'est la physique qui casse la gueule, quoi. Et vous savez que le LHC, pour le moment, il ne trouve pas son boson, quoi, hein. Alors, pourquoi il faut unifier les forces? Les théories fondamentales de la physique, la réponse des théoriciens. Alors là, théorie Korn, 4 raisons d'un succès. Mais quel succès? Ça n'explique rien, ça ne propose rien, que dalle. C'est quand même incroyable un truc pareil, hein. 10 puissance 500 théories possibles. Voilà. Ensuite, l'univers comme un hologramme. Encore une idée, quoi. C'est vraiment, c'est médiatique, un truc pareil. Alors voilà, tiens, l'hypothèse des mondes parallèles. Alors moi, j'ai l'air malin avec mes 2 univers, et Sakharov aussi, vous rigolez, 2 univers, mais vous êtes très en dessous de la norme. Il y a une infinité d'univers possibles. Il y a 10 puissance 500 univers. C'est les multi-univers? Ah oui, les baby-univers, les multi-univers. Mais vous savez, là-dedans, ce qui est fabuleux, c'est que il y a des gens qui sont auteurs de théorèmes essentiels. Hawking, par exemple, a écrit « Black holes have no hair ». Les trous noirs n'ont pas de cheveux. C'est-à-dire que ces travaux démontrent que les trous noirs sont lisses, ils n'ont pas d'homogénéité. En fait, on n'a jamais pu en approcher un seul, quoi. Il a même démontré qu'il s'évaporait en 10 puissance 50 ans. Hein, je sais pas, mais vraiment, ça me rappelle les spéculations que les gens lançaient avant la conquête, avant qu'on mette les pieds sur la Lune. Et il y avait tous les projets de la NASA pour mettre des astronautes sur la Lune, et on se demandait de quoi c'était fait. Alors, il y a des gens qui se demandaient si c'était dur, si c'était mou, tout ça. Il y avait un type qui avait titré « And if it was cheese » et si c'était du fromage. Et là, vraiment, qu'est-ce qui se passera dans 10 50 ans? Alors, les univers parallèles. Alors voilà, par exemple, ça y est, là j'ai trouvé la belle image qui vous montre, on va pouvoir la voir, vous voyez l'univers primitif avec ces petits grumeaux jaunes et ces petits grumeaux verts. En fait, si on donne à cette image sa véritable dimension, c'est uniforme complètement. Ça, c'est Françoise Combe, d'ailleurs, astronome au centre de Paris. Hein. Bon, alors, voilà, la matière noire est révélée, formidable. Hein, oui, voilà. Par les lentilles gravitationnelles. Bon, elle a de la chance d'y croire, hein, franchement. Alors, il y a un truc, c'est par exemple, il y a plein de choses qui déconnent. Par exemple, quand on a envoyé les sondes pionnières, elles ont subi un ralentissement mystérieux, quoi. Hein, c'est très faible, mais c'est mesuré avec une grande précision. Et là, on n'a pas trouvé l'explication. Sauf qu'il y a un Israélien qui a proposé la théorie MOND, Modified Newton Theory, et ça consiste à modifier la loi de Newton, mais de manière empirique. Et ça, c'est vraiment, quand on fait ça, c'est qu'on est à bout du rouleau, quoi. Parce que quand même, toutes ces choses comme la théorie de Newton, ça s'articule avec la relativité générale de façon assez intelligente. Donc, proposer une modification de Newton comme ça en rajoutant un terme supplémentaire, c'est vraiment c'est au niveau de l'épicier du coin, quoi, c'est tout. Hein. Et alors là, vous avez ce bonhomme qui écrit « Une bonne théorie doit être féconde ». Alors on lui demande si ça a été fécond, je comprends. Par exemple, le calcul de l'entropie des trous noirs a été important. C'est-à-dire que la théorie des cordes a permis de mieux comprendre le calcul de l'entropie des trous noirs. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien, ça ne se mesure pas, c'est tout. Hein, voilà. Pourquoi ça ne se mesure pas, pour qu'on comprenne bien? Ben, écoutez, la première chose, c'est qu'on n'est pas très sûr que les trous noirs existent déjà. Hein. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître en astronomie, c'est qu'il arrive que les théoriciens, conjecturent l'existence d'un objet très bizarre, comme les supernovae. Alors évidemment, des étoiles qui explosent en 1931, 1932, j'en disais, et puis on les trouve. Et alors quand ça existe, l'univers est tellement grand qu'on trouve une supernova, 2, 10, 100, 1000, 2000, dont on ne songe même pas à les recenser.
Ensuite, autre conjecture, il y a des étoiles à neutrons. Alors ces étoiles à neutrons, en plus, elles tournent sur elles-mêmes, et puis comme elles se comportent un peu comme un dipôle électromagnétique, elles sont émettrices de rayonnement. Et c'est les pulsars. Donc on a trouvé un pulsar, 2 pulsars, 50 pulsars, 400 pulsars. Donc les trous noirs, on pourrait s'attendre à en trouver 1, 2, 4, 50. Non, ça rame. C'est l'argument le plus fort pour douter de cette histoire de trous noirs, c'est le fait qu'on ne les trouve pas comme ça à toute vitesse. Voilà, disons que dans ce numéro, c'est prodigieusement emmerdant, quoi.